C'est... marche toujours pas. Eux, c'est écrit en attente apparemment. Elle met Menji à côté. Ce n'est pas encore commencé encore, il y a marqué en attente. Ça y Ça doit être bon, est. là, on est en live. C'est tout bon. Ça devrait être... Hello. Ça y est? Salut à tous. Est-ce que Oui. vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Ça, c'est important. Dites-nous. Ça y est, Hello, C'est c'est bon. purée. bon. Ah, Charlotte, Waouh. magnifique. C'est tout bon. Ah ouais, je n'y croyais plus. On va pas se mentir, je n'y croyais plus. On est bon, on est bon, on est bon. Génial, ça y est, vous voyez. Eh bien, merci On infiniment à vous tout le voit, monde on a d'être du avec nous. son. Ouais, merci pour votre patience, hein, parce que c'est vrai que le système nous a créé une sorte de suspense de démarrage. On n'était pas sûr de pouvoir vous retrouver. Donc, merci à tous. Merci à tous d'avoir eu la patience. Je suis aujourd'hui, alors je démarre, mais je ne suis pas du tout l'hôtesse de cet événement. C'est un événement qu'on a co-organisé avec Laure et Nicolas. Donc on est à 3 structures pour organiser ça. Et justement, ce que je vais commencer par vous proposer, bah, c'est que mes collègues se présentent. Est-ce que tu veux commencer, Laure? Yes, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Je suis Laure. Je suis responsable du marché de la location de vacances en France pour Igloo, aka Igloo Home. Voilà, on a récemment fait un rebranding et je suis ravie d'être avec vous et très excitée de partager avec vous toutes les astuces et infos qu'on a pour vous aujourd'hui. Parfait. Donc moi, c'est Nicolas d'Automatique BNB. Donc moi, j'accompagne les loueurs en courte durée à ne pas être esclaves de leur location courte durée, justement. Donc j'accompagne aussi bien les sous-loueurs, les conciergeries et également les propriétaires. Donc, je mets en place des formations, des services pour vous aider à ne pas être esclave de votre location courte durée. Donc, ce soir, je vous expliquerai comment, justement, on peut améliorer le parcours voyageur sans que ça soit chronophage et surtout pour que ça vous permette d'avoir une meilleure rentabilité et derrière avoir évidemment plus de réservations dans votre calendrier. À toi, Elise, de te présenter. Génial. Merci. Et ben, de mon côté, Élise Ripoche, donc la fondatrice de la société J'affiche complet, qui est l'agence qui vous aide à avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible, que ce soit par de la formation ou par de la prestation de service, c'est-à-dire faire le revenu management pour votre activité. Et on est aussi les fondateurs du rendez-vous national, du rendez-vous des pros. On a fait un rebranding aussi cette année. Rendez-vous des pros de la location saisonnière, sur lequel d'ailleurs je suis hyper fière de pouvoir dire que mes 2 collègues ici présents seront présents, partenaires exposants de l'événement. Et donc c'est un immense honneur et merci encore à vous pour votre confiance, les amis. Et donc, si vous vous joignez à nous à l'événement, vous allez pouvoir les rencontrer en chair et en os, pouvoir leur poser toutes vos questions. Donc voilà, on est sur ces 2 aspects-là de mon côté. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet qui est hyper important. On a déjà dit quelques mots, Nicolas, c'est améliorer l'expérience des voyageurs sur les plateformes et notamment vous proposer des stratégies qui sont vraiment utilisables dès en quittant notre live, utilisables immédiatement pour avoir plus de réservations que vos concurrents. On a pensé à plusieurs temps forts avant l'arrivée du voyageur, pendant son séjour et même après son départ. On a plein d'idées à vous partager. Donc, peut-être d'ailleurs qu'avant de commencer, on va vous poser des petites questions. C'est ça, pour apprendre à vous connaître, parce qu'on s'est présenté, mais on aimerait bien savoir qui vous êtes. Donc Ouais. l'idée, ça serait que on puisse savoir qui vous êtes. On va vous mettre un petit sondage dans le chat. On vous demande quel est votre profil. Donc, est-ce que plutôt vous êtes des propriétaires, des conciergeries, des agences immobilières, des sous-loueurs pro, plutôt des gîtes ou des maisons d'hôtes, pour qu'on puisse adapter aussi notre discours et ce qu'on va vous proposer comme stratégie en fonction de qui vous êtes. C'est tout l'intérêt d'être en live, c'est de s'adapter. Donc, n'hésitez pas à répondre. Alors, je sais pas si là, les personnes arrivent à répondre. Si. Eh ben, normalement, j'ai diffusé. N'hésitez pas à Ok. nous dire si vous n'arrivez pas Moi, à cliquer. je vais essayer de cliquer, moi, pour voir. Envoyer ma Ah, ça y est, réponse. on Ah, commence c'est à bon, ça a avoir bien des été réponses. enregistré. Si, si. Moi, j'ai réussi à mettre. Ouais. Donc, pour l'instant, on a 42% de propriétaires, 33% de conciergerie, 8% agence IMO, 8% sous pro et 8% gîtes et maisons d'hôtes. Pour l'instant. Et on a un deuxième sondage. Si peut-être Laure, tu veux nous en dire quelques mots.
Alors, le deuxième souhait, c'est le volume finalement de logements dont vous avez la gestion. Donc, je pense que la question s'affiche à l'écran pour vous. Donc, de 1 à 5, entre 5 et 10, de 10 à 50 ou plus de 30. C'est vrai que la charge de travail n'est pas la même si vous gérez 2 appartements ou 50. Donc, c'était important aussi pour nous de connaître le volume de propriétés dont vous avez la gestion. Alors là, pour le premier sondage, on a près de 50% des personnes qui sont propriétaires. Après, on a près de 30% des personnes qui sont conciergerie, 10% sous leur pro ou gîte maison d'hôte, et on a 7% d'agents IMO. Et sur les volumétries de biens, pour l'instant, 63% d'entre vous ont de 1 à 5 biens, 25% de 5 à 10 biens, 13% de 10 à 50 biens. Ok. Voilà. Très clair. Sur la partie des stats. Parfait, parfait. Donc, Laure, on te voit plus, je pense que ça va se reconnecter. Donc là, l'idée, c'était donc de vous présenter ce soir le parcours voyageur. Alors, nous, ce qu'on voulait insister, c'était le fait qu'un parcours voyageur, c'est pas juste pendant la réservation de votre voyageur, c'est le avant, le pendant et le après. C'est-à-dire entre le moment où votre voyageur tombe sur votre annonce, commence à lire votre annonce, à la voir votre annonce et à la réserver, évidemment pendant son séjour et après son séjour. Donc là, on va vous expliquer en fonction de nos expertises communes des stratégies, notamment déjà avant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir améliorer le parcours de votre voyageur, sachant qu'au plus vous allez améliorer le parcours du voyageur, au plus derrière vous allez avoir des bons commentaires, vous allez avoir plus de réservations et évidemment plus de revenus. Donc c'est tout dans votre intérêt d'améliorer en permanence le parcours du voyageur, et améliorer le parcours du voyageur, je le répète, c'est pas que pendant le séjour de votre voyageur. Et donc c'est pour ça que avec Laure et Élise, on va vous présenter déjà des stratégies qu'il faut mettre en place avant que votre voyageur réserve chez vous. Et l'objectif, c'est que vous puissiez aussi poser des questions, dès que vous en avez par rapport à ce qu'on vous dit. L'idée, c'est que quand vous sortez d'ici, vous puissiez mettre en place déjà ce qu'on vous indique. Voilà. Donc, comme on l'a déjà dit, peut-être, mais on le répète, l'objectif, c'est vraiment d'être en live, donc d'être interactif, de poser des questions. On ne fait pas un cours magistral, on n'a rien à vous vendre, il n'y a pas d'offre, etc. Là, c'est vraiment un échange entre professionnels. Donc, c'est tout l'intérêt d'être dans un échange interactif. Qui veut commencer? Laure, Élise? Écoutez, allez, je me lance, c'est parti. Sur la partie revenu management, alors si on commence par avant l'arrivée du voyageur, sur la partie revenu management, alors c'est peut-être le retour que j'allais faire qui est le plus attendu entre guillemets, parce qu'évidemment, étant sur ce sujet-là, forcément avant l'arrivée, nous on recommande d'avoir une vraie stratégie de revenu management ficelée. Qu'est-ce que ça entend, le fait d'avoir une vraie stratégie de revenu management? C'est de ne pas avoir une tarification avec un prix unique toute l'année. C'est vrai qu'on peut se dire actuellement, bon là, c'est vraiment du passé, comment ça se fait, Elise, que tu nous parles encore de ça? C'est pas tant du passé que ça. J'ai beaucoup de personnes avec qui on échange qui me disent, moi j'ai mis un prix, pour l'instant, voilà, je pars comme ça et on va voir. Donc avoir une déclinaison tarifaire, c'est incontournable, mais surtout, et le deuxième point, je crois qu'il est même encore plus important, avoir une stratégie de revenu management, c'est ne pas se focaliser que sur le prix. C'est vraiment avoir en tête que c'est quelque chose en 360. C'est pas juste un prix qui monte et qui baisse. Il faut avoir quelque chose de bien piloté aussi sur les durées de séjour minimum. Donc avoir des durées de séjour minimum différentes selon les types de périodes, pas du 2 nuits minimum toute l'année. Il faut avoir aussi bien piloté ses conditions d'annulation, ses frais de ménage, ses promotions, tout ce qui est moyenne durée, aussi les réductions pour les séjours de longue durée. Donc voilà, avoir avant l'arrivée du voyageur, quelque chose de bien ficelé d'un point de vue revenu management pour récolter, du coup c'est l'objectif qu'on a pour ce soir, récolter plus de réservations que les concurrents. Super, merci Élise. Je vais prendre le relais. C'est contrôle d'accès chez Igloo. Donc c'est vrai que j'accompagne énormément de conciergeries, de property managers, de propriétaires aussi dans la simplification de leur gestion de clés, ou voire même la dématérialisation de leur gestion de clés. Donc
avant le séjour du voyageur, il y a 3 éléments importants à prendre en compte. Donc la première, c'est l'installation du contrôle d'accès sécurisé. Donc je le disais, il y a 2 solutions. Une solution qui va vous permettre de simplifier votre gestion de clés. Donc pour y arriver, on va proposer une solution de coffre à clés digital, intelligent, qui du coup est sécurisé et qui va vous permettre d'avoir des codes uniques, temporaires pour chaque séjour. Vous avez aussi l'option de dématérialiser votre gestion de clés. Donc là, au niveau de l'expérience client, on est vraiment au-dessus. Très clairement, pour y arriver, on a intelligente qui permet qui s'installe directement sur partie intérieure dans votre logement, qui fonctionne avec un keypad à l'extérieur et très simplement, le guest saisit son code sur le keypad, donc à l'extérieur de la propriété, et la serrure rétrofit qu'à l'intérieur se déverrouille, elle est intelligente, elle se déverrouille si et seulement si vous êtes dans une période qui a été autorisée par l'hébergeur. Donc, sécurisé, c'est vraiment l'étape numéro 1, c'est très important. Et donc, vous avez 2 options. La deuxième partie qui est tout aussi importante, c'est l'utilisation. C'est vrai que chez Igloo Home, on a fait le choix de développer une technologie qui est hors ligne, qui s'appelle l'Algopine, et qui fonctionne sans connexion Internet. Donc, vous avez le choix. Donc, vous utilisez la technologie Algopine toute seule, et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir accorder des accès sur des sites en zone blanche ou des sites sur lesquels la connexion Wi-Fi n'est pas stable. Et à distance, vous allez pouvoir générer du coup des codes d'accès sur donc l'utilisation se fait hors ligne ou en ligne avec le bridge en Wi-Fi, et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir gagner en monitoring et le dispositif est connecté, donc clairement, vous pouvez avoir des notifications en temps réel, savoir exactement quand est-ce que le guest est arrivé, etc. Donc, le choix au niveau de l'utilisation, hors ligne, offline. Un autre élément qui est hyper important au niveau du contrôle d'accès, avec les solutions Igloo Home, on ne demande pas aux guests de télécharger une application. C'est vrai que très souvent, les guests peuvent venir de l'étranger ou tout simplement n'ont pas envie de cliquer sur un lien pour télécharger une application, etc. Donc avec Igloo Home, il n'y a pas de solution à télécharger, d'application à télécharger. Et je sors un petit peu du cadre. Dans la location courte durée, en général, ne faites pas télécharger d'application à vos voyageurs parce que c'est extrêmement pénible et du coup, vous allez créer des frictions. Ce qui va être important aussi de définir, ça va être un process de self-check-in fluide. Donc pour y arriver, chez Igloo, on a créé des partenariats, des connexions avec des PMS, des channel managers, des guest management platforms, j'appelle ça comme ça, qui vont vous permettre en fait d'avoir non seulement une communication, et là c'est le dernier point hyper important, donc la communication centralisée, donc sur le PMS ou sur le channel manager, que ce soit par email ou par SMS, partager justement ce code d'accès temporaire qui tient compte donc du séjour du client, et côté hébergeur aussi, on prend automatiquement votre heure de check-out et on pousse directement le code vers le client. Une fois qu'il a reçu ce code, donc en général, on va préconiser l'envoi de ce code avant, voilà, 24 heures avant, 48 heures avant, c'est vous qui décidez. Là, ici, c'est un process hyper simple, puisque même si vous partagez votre code 48 heures avant, le code fonctionnera qu'à partir. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir. Et qui est apprécié et appréciable, c'est de pouvoir partager
non seulement le fait que vous ayez une arrivée autonome sur votre annonce directement, mais également de partager des tutoriels vidéo qui permettent aux voyageurs de comprendre très facilement comment accéder à votre propriété, que ce soit via la solution de serrure intelligente ou la solution de coffre-clé Igloo Box 3. Donc, voilà, trois étapes importantes, l'installation, l'utilisation et la communication avant l'arrivée du client. Il y a Laure, enfin il y a Claude, pardon, qui te pose deux questions, Laure, si tu souhaites y répondre tout de suite. J'ai BookingSync comme channel manager et apparemment Igloo Home n'est pas compatible pour la génération des codes automatiques avec BookingSync. Et la deuxième question, c'est quel est l'avantage d'utiliser Igloo Home par rapport à Nuki? Alors, merci Claude pour la question. Alors, il y en a une troisième qui vient d'arriver, mais je l'ai vu. Ouais, j'ai vu. Alors, en effet, avec BookingSync, on n'est pas connecté avec BookingSync, mais on est connecté avec Rental Ready, Aventio, Smobu, enfin voilà, avec d'autres PMS. Il y a des solutions de contournement, pardon, qui peuvent être utilisées. Donc Claude, à ce moment-là, on pourra peut-être en discuter en off. Côté avantage par rapport à Nuki, donc la technologie, c'est vraiment le point important. Donc je le disais, la technologie Igloo Home fonctionne principalement sans connexion Internet. Et bien même si vous choisissez un dispositif connecté donc avec le bridge, il faut savoir que si pour X ou Y raison le bridge se déconnecte, vous avez une solution de backup avec la technologie Algopine. Un élément important, si je prends en compte également les retours qui ont été faits donc d'anciens utilisateurs Nuki et utilisateurs Igloo Home, puis là où on va avoir des différences au niveau des performances elles-mêmes du produit. C'est vrai que le rétrofit, parce que c'est la solution qu'on peut comparer avec Nuki, on a une autonomie jusqu'à 12 mois sur la station. Alors on est performant aussi à ce niveau-là. Et au niveau de l'installation, alors elle est très simple, merci de poser cette question, mais elle est extrêmement très simple, donc il n'y a pas de pétage à réaliser. C'est vraiment une adaptation qui se fait directement sur votre cylindre ou votre bouton poussier. Donc clairement, c'est une installation en 3 étapes. Donc il y a une plaque à installer, la clé à l'intérieur de votre cylindre et le module rétrofit qui va venir tourner la clé pour vous de l'intérieur. Et il y avait une dernière question. Est-il possible d'utiliser Igloo Home avec Booking? Alors, pas encore. Effectivement, une connexion en direct avec Airbnb. Donc sur la plateforme, enfin sur l'application Igloo Home, vous pouvez connecter les services Airbnb. Booking, c'est pas encore le cas. Et on se rend compte aussi en interne que très souvent, lorsque les clients sont connectés avec Airbnb et Booking, ont un channel manager. Et donc, du coup, on est connecté via ces channel managers. Mais c'est vrai que la politique interne est de... Enfin, voilà, on réfléchit à mettre en place un partenariat également avec Booking. Mais pour le moment, c'est pas encore live. Bah, merci Laure. Moi, de mon côté, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que les entrées autonomes, c'est le top 10 des recherches dans les filtres Airbnb. Donc, ça veut dire que si vous ne faites pas d'entrée autonome et que quelqu'un met ce filtre-là, déjà, vous n'êtes pas visible. Et donc, si vous n'êtes pas visible, la personne ne peut pas voir votre annonce et donc ne peut pas réserver chez vous. Donc, le fait aujourd'hui de ne pas proposer d'entrée autonome, ça veut dire que vous sacrifiez des réservations. Donc ça, c'est extrêmement important, selon moi, de mettre ça en place. Et d'ailleurs, moi, j'utilise Igloo Home avec le Channel Manager Superhot. Et à ce sujet, pour ceux qui utilisent Airbnb Booking, je leur conseille vivement d'utiliser un Channel Manager, quel que soit le Channel Manager. Pourquoi? Parce que la connexion entre Airbnb et Booking
lorsque vous n'utilisez pas de Channel Manager, c'est une connexion ICAL. Donc, je rentre un peu dans la technique, mais une connexion ICAL, ça veut dire qu'elle n'est pas instantanée. Donc, qui dit qu'elle n'est pas instantanée, ça veut dire que le risque de surbooking est important. Donc, un surbooking pour un voyageur qui n'est pas encore arrivé chez vous, c'est déjà un début de mauvaise expérience. Donc, je vous conseille d'utiliser un Channel Manager parce que c'est une connexion XML, c'est-à-dire une connexion à double sens en instantané. Et en plus, ça va vous permettre de connecter Igloo Home très facilement. Moi, ce que je voulais surtout vous faire, avoir en tout cas en tête et mettre en place dès la fin de ce live, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vivre et exister sur la location courte durée, il faut être visible au vu de la concurrence. Donc pour ça, il faut être pour moi sur les plus grosses plateformes qui existent actuellement sur le marché. Les deux plus grosses, c'est Airbnb et Booking. Et Booking, loin devant Airbnb. Je le sais très bien, j'ai l'habitude, tout le monde va en premier lieu sur Airbnb et ne souhaite pas aller sur Booking parce qu'il trouve ça trop compliqué, trop complexe. Or, ne pas être sur Booking aussi aujourd'hui, c'est perdre des réservations parce qu'on est moins visible. Donc, je vous conseille vivement d'être sur Booking, surtout qu'aujourd'hui, même si Booking il n'est pas user-friendly comme Airbnb, sur ça je vous le concède, aujourd'hui Booking a fait quand même beaucoup d'efforts. Il peut gérer les cautions pour vous. Maintenant, les cautions vont jusqu'à 1 000 €. Ils vont gérer pour vous les paiements, les encaissements. Donc, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils essayent justement de rattraper un peu Airbnb parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient en train de perdre des parts de marché. Donc, moi, je vous conseille vivement d'être sur Booking si vous voulez améliorer votre visibilité. Parce que si vous voulez avoir plus de réservations, il faut à un moment donné être visible. C'est le nerf de la guerre. Et ne pas être sur Booking, c'est perdre beaucoup de réservations. Deuxièmement, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place des upsells, donc c'est-à-dire des ventes supplémentaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la personne, lorsqu'elle vient d'utiliser sa carte bleue pour payer une nuitée chez vous, elle a donc encore la carte bleue sur elle. Et donc, si vous lui envoyez un message automatique en lui indiquant que la réservation est confirmée et que vous lui proposez des options comme une entrée anticipée, un départ tardif, la possibilité de mettre un lit parapluie, etc., etc., cette personne, si évidemment vous lui répondez à son besoin, elle va payer l'option. Et donc là, c'est une manière pour vous d'augmenter votre chiffre d'affaires, vos revenus, sans avoir spécialement de réservation supplémentaire. C'est là où c'est important de mettre ça en place avant la réservation. On peut le mettre aussi juste avant l'arrivée du client, mais voilà, il faut avoir en tête que le client, il a la carte bleue dans les mains, donc c'est à ce moment-là qu'il est prêt à payer. Et c'est là où il faut réfléchir à mettre des options en place qui pourraient être intéressantes par rapport au type de public que vous accueillez. Évidemment, dans un spa, on ne va pas proposer un lit parapluie parce que les gens viennent rarement avec leur enfant. Peut-être là, une décoration romantique, etc. Mais si par exemple vous avez un appartement, un studio ou autre à côté d'une gare, la personne, peut-être si votre typologie de client, c'est des gens qui arrivent en train, ils vont pas se trimballer avec eux leur lit parapluie. Donc ça, proposer ça, c'est intéressant. Et donc, c'est là où il faut réfléchir à quels sont vos besoins de vos voyageurs et proposer cette option-là. Donc ça, vous pouvez le faire via des applications comme CozyUp ou même via Airbnb, vous pouvez demander des paiements supplémentaires. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place très simplement dès maintenant et qui vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Là, pour beaucoup d'entre vous, on est sur une saison faible. On va tout doucement monter sur la saison haute. Donc, c'est une manière aussi dans les saisons faibles de gagner aussi du chiffre d'affaires supplémentaire sans avoir des réservations supplémentaires. Et ça, c'est très important. Je vois que de plus en plus de personnes tentent de le faire, mais le font de manière gratuite. N'oubliez pas qu'il faut essayer de s'inspirer des professionnels. Donc, les professionnels dans l'hôtellerie, etc. Si vous voulez arriver plus tôt, plus tard, arriver avec des animaux, mettre un lit parapluie, etc., etc., tout est payant. Et si vous répondez aux besoins du voyageur, le voyageur est prêt à payer. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant et ça va améliorer, pareil, le parcours de votre voyageur. Donc 2 conseils que je vous donne, enfin même 3 conseils. Mettre en place une entrée autonome, être visible sur Airbnb et Booking et troisièmement, mettre en place des upsells. Et ça va vous permettre d'agrémenter le séjour de vos voyageurs. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport avant l'arrivée de vos voyageurs. Super, Nicolas, merci. Alors, tu as une question de Meryl. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de prendre des cautions en plus, comme par exemple Sweetly, Stripe, en plus de celles de Booking ou Airbnb? Non. Alors déjà, Airbnb et Booking n'acceptent pas que vous puissiez prendre des cautions supplémentaires.
parce que ça veut dire que vous allez prendre des choses dehors de la plateforme, et ça respecte pas leurs conditions. Honnêtement, aujourd'hui, AirCover, donc pour Airbnb, ou l'assurance dommage pour Booking, vous rembourse, dès qu'il y a des dommages. Dès qu'il y a, par exemple, des poils d'animaux, AirCover maintenant rembourse. Dès qu'il y a des odeurs de cigarettes, dès qu'il y a le moindre pépin, il rembourse. Maintenant, par contre, pour se faire rembourser convenablement par Airbnb ou Booking, il faut nécessairement avoir des preuves. Alors, des preuves, ça peut être des photos, mais ça peut être surtout des factures ou des devis. Évidemment, quand quelqu'un a fumé, on peut pas prendre une photo de la fumée de cigarette, enfin de l'odeur de cigarette. Ce qu'il faut mettre en place là pour être remboursé par Airbnb, par exemple, c'est une facture ou un devis de votre prestataire de ménage, comme quoi elle a dû faire un ménage supplémentaire, et dessus que ce soit bien indiqué qu'il y avait une odeur de cigarette, qu'il a dû peut-être utiliser un destructeur d'ozone pour enlever cette odeur-là. C'est ça qui va faire que derrière, Airbnb et Booking vont vous rembourser. Moi, c'est comme ça que je le mets en place, et ça marche très bien. Et voilà. Donc ça, il n'y a pas à mettre de caution supplémentaire. Comment proposer des Très options bien. Alors, supplémentaires? Ah bah vas-y, excuse-moi là. non, mais je vais te la lire, mais oui, comment proposer ces options supplémentaires sur Airbnb? Alors, ce qu'il faut faire, par exemple, sur Airbnb, c'est dès que la réservation tombe, c'est de mettre en place une séquence email automatique via un channel manager ou via les messages automatiques sur Airbnb, ou en indiquant, bienvenue Tartampion, nous vous confirmons votre réservation de telle date à telle date. Si vous souhaitez agrémenter votre séjour, nous vous proposons telle option. Entrée anticipée pour tel prix, départ tardif pour tel prix, arriver avec des animaux pour tel prix, etc. Enfin, vous proposez les options que vous voulez, et que s'ils sont intéressés, qu'ils vous le disent. Donc là, si imaginons ils disent moi je fais une entrée anticipée et que c'est 15 euros, vous envoyez vous pouvez sur Airbnb demander de l'argent à votre voyageur supplémentaire pour justement une option. Vous pouvez voir quand vous cliquez sur l'annonce, sur la réservation, on vous indique que vous pouvez faire ça. Vous le faites, et puis vous prenez l'argent dont vous avez négocié avec votre voyageur. Super, merci beaucoup Nicolas. J'ai une question encore de Claude. Très bien, donc pour l'automatisation via Booking, comme je le disais, donc on a une solution au contournement via des partenariats qu'on a avec des solutions de guest management platform. Peut-être Claude, que l'on pourra échanger plus en détail sur les utiliser à part BookingSync, et voir comment on peut mettre en place une automatisation via les solutions eBloom, avec grand plaisir. Alors, pour les biens luxueux haut de gamme, Airbnb et ou Booking ont des cautions suffisantes pour indemniser en cas de dégâts. Booking, c'est une caution. Ouais, Booking, c'est une caution jusqu'à 1000 euros. Et Airbnb, c'est quasiment illimité. Je crois que leur offre, elle va jusqu'à. Enfin, c'est pas une caution, c'est une assurance dommage, donc qui va jusqu'à plus d'1 million d'euros. Mais après, attention quand même, même si vous prenez des cautions en dehors des plateformes, maintenant avec les sécurités bancaires sur les cartes, etc., même si vous mettez une grosse caution, c'est pas sûr qu'elle passe, parce que il y a des plafonds de retrait sur les cartes bancaires. Vous pouvez pas faire des empreintes bancaires comme ça, que ça soit avec Sweekly ou Stripe, sans surpasser certaines sécurités. Donc faites attention. Au plus vous allez avoir une caution élevée, au moins vous avez de chances qu'elle passe. Par contre, je comprends que sur des biens très luxueux, vous voulez vous protéger. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Après, il faut voir qu'est-ce que c'est qu'un bien luxueux pour toi. Mais est-ce que, en fait, la question à te poser, c'est est-ce qu'une caution jusqu'à 1000 euros pour Booking, ça te satisfait ou pas? Après, sur Booking te laisse toujours la possibilité d'être en ce qu'on appelle Hotel Collect, c'est-à-dire que c'est toi qui gères tout. Via ton channel manager, tu collectes toi-même l'argent et tu mets la caution que tu veux. Mais tout à l'heure, je voulais vous parler de Booking en disant que ça s'est simplifié, parce que vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du paiement par Booking, c'est-à-dire que Booking gère tout pour vous, mais il gère une caution jusqu'à 1000 euros. Mais aujourd'hui, Booking vous permet de faire en gros ce que vous voulez. Et c'est pour ça que d'être sur Booking, c'est extrêmement important pour améliorer votre visibilité.
Super. Alors, il y a encore des questions pour toi, Nicolas, encore. Donc, en tant que conciergerie et co-hôte sur l'annonce de mon propriétaire, quand on propose des upsells, je crois que c'est ça, on est bien d'accord que c'est la conciergerie qui les encaisse, car ça m'est déjà arrivé que les propriétaires me demandent de leur restituer l'argent. Non, si tu es co-hôte et que l'annonce t'appartient pas, quand tu vas faire une demande d'argent, l'argent va aller sur le compte de ton propriétaire, c'est-à-dire sur la personne qui a encaissé la nuitée. Ça, c'est... Et puis d'ailleurs, souvent les conciergeries, vous n'avez pas de carte G, donc vaut mieux faire ça pour être dans les règles. Après, les upsells, Ouais, là c'est pour les upsells. Ouais, c'est ça, c'est des interfaces différentes, donc il n'y a pas forcément la notion de. Ça dépend. Nadine, il n'y a pas la notion de quote. En fait, quand tu es sur Airbnb, ça dépend comment tu vas demander l'argent supplémentaire. Si tu demandes l'argent supplémentaire tu sais, tu peux cliquer sur ton annonce, c'est marqué demander de l'argent supplémentaire aux voyageurs. Ouais, là, ça va se rajouter au prix de la nuitée. Et donc, par contre, si c'est un lien externe, genre un lien Stripe, un lien Sweekly, un lien Cozy Up ou je ne sais quoi, là, effectivement, l'argent qui va être encaissé, ça va être sur le compte Stripe qui est connecté à Sweekly ou à Cozy Up. Donc, tout dépend si c'est un lien externe ou pas. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt la conciergerie qui a légitimité à récupérer l'argent. Ouais. Et c'est certainement quelque chose qu'il faut encadrer dans le contrat. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, il faut l'encadrer parce qu'en fait, le propriétaire, il apporte rien par rapport à ses prestations additionnelles, quoi. Bah après, moi, je connais des conciergeries qui vont soit tout encaisser pour elles, soit partager avec le propriétaire un tiers, deux tiers, enfin voilà. Mais effectivement, il faut que ça soit clarifié dans le contrat parce que sinon, le propriétaire a l'impression que c'est son argent. Mais donc là, c'est pas un problème technique, c'est un problème de contractualisation de la prestation. Johan, tu dis j'utilise des cautions en dehors des plateformes, mais c'est moins pour les dégâts que les consommations de charges incluses. Les dépassements et les excès surtout, par exemple, un chalet à la montagne où certains voyageurs peuvent être négligents sur l'utilisation du chauffage et où effectuer des achats sur la Smart TV connectée au compte des propriétaires. On est d'accord que AirCover ne couvre pas cela. Non, couvre pas ça. Non, ça peut couvrir des excès de ménage, par exemple. Si c'est une négligence liée au nettoyage, ça c'était les nouveautés qu'ils avaient mises en place sur AirCover il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Et certaines dégradations d'animaux aussi. Ouais. C'est ça. Mais effectivement, les consommations supplémentaires, il y a encore. En fait, pour moi, ça dépend ce que c'est, Johan, comme bien que tu as, mais je crois que c'est Johan qui pose la question. Mais pour moi, dans un appartement, c'est peut-être parce que toi, tu es peut-être un gîte ou une chambre d'hôte ou autre, mais dans un appartement meublé de touristes, pour moi, c'est inconcevable de faire payer en plus du chauffage, de l'eau, des consommations, etc. Pour moi, ça fait partie de la prestation. Moi, j'ai jamais vu un hôtel quand vous partez qui vous refacture parce que vous avez mis la clim à fond pendant 2 jours. Après, c'est à nous de mettre en place des dispositifs pour que ça n'arrive pas, avec des économies d'énergie, avec des coupures de la clim ou autre quand les portes sont ouvertes. Mais ça, je le parle parce que moi, j'ai plutôt l'expertise en tant que meuble tourisme, donc sur des logements, des appartements ou des maisons. Mais après, là, toi, Johan, t'es peut-être en maison d'hôte ou autre, c'est peut-être pour ça. Mais moi, je trouve que d'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, les personnes qui font du meublé touriste, c'est-à-dire qui louent des apparts ou sur Airbnb, le fait de faire payer le linge en plus, le fait de faire payer des consommations en plus, etc., ça dégrade le parcours voyageur. Je préfère vous le dire. Et d'ailleurs, il y a encore les voyageurs, vous savez très bien comme moi déjà, qu'ils lisent la moitié de l'annonce. Donc, si c'est marqué que c'est en option le linge, etc., la plupart du temps, ils vont arriver chez vous, ils n'auront pas le linge parce que ça fait pas partie des mœurs. Et donc, il va déjà créer des frictions. Donc voilà. Pour ceux qui font du meublé de tourisme, donc je parle pas des gîtes et des maisons d'hôtes là, je vous conseille que votre prix intègre tout pour éviter toute friction dans le parcours du voyageur. Absolument. Merci Nicolas. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie, dans le parcours voyageur. Donc exactement. On a vu tout ce qui était avant, donc le pendant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que je poursuive ? Ah bah ou non, bah vas-y, allez, vas-y, c'est parti.
Non, mais enfin, peu Non, importe. je te refais dans l'ordre, c'est Alors, pour que allez, Moi, je pense que je vais passer mon tour parce que moi, le sujet que je voulais évoquer, c'était les ventes additionnelles. Mais tu Ah, les as pardon. évoquées, Nicolas. Ah, Donc, merde. du coup, faites le pendant, il n'y a pas de souci. Et comme on a déjà un bon, live qui est assez long et qu'on voulait faire un live assez digeste, je saute mon tour. Allez-y, les amis. Eh ben, vas-y. super. Excellent. Donc, du coup, le pendant, j'avais, donc vous l'avez bien compris, avant, on vient éliminer les échanges de clés physiques, d'accord? Donc, on vient offrir un confort et une flexibilité au voyageur en lui partageant un code à distance. Pour répondre à la question de Cécile, les délais pour recevoir la Keybox, c'est entre 4 à 7 jours ouvrés, donc plutôt rapide. Et donc, quand je dis confort et flexibilité, c'est que vous ayez un accueillant 2 guests ou 8 ou 15 ou même 20, vous partagez seulement un code. D'accord? Très souvent, j'ai des conciergeries qui m'indiquent, voilà, partagez 3, 4 jeux de clés pour les grosses villas, pour les biens sur lesquels vous avez 15 à 20 guests. Là, ici, vous venez tout simplement éliminer déjà non seulement le risque de perte, mais aussi rassurer le client en partageant uniquement un code qui sera valable uniquement pendant le séjour qui a été donc confirmé payé directement donc sur la serrure ou sur le coffre à clé. Donc une expérience sans stress, sans clé, même avec la Keybox où on garde un petit peu la gestion des clés, on peut utiliser, les guests entre eux peuvent utiliser la Keybox comme réception aussi pendant leur séjour, de manière à ce que les amis, la famille, etc. puissent se remettre les clés entre eux. Pendant le séjour, ce qui est important aussi de noter, c'est que grâce au contrôle d'accès, donc Igloo Home, vous avez la possibilité de simplifier votre gestion opérationnelle. C'est-à-dire que si pendant le séjour, j'en sais rien, il y a une ampoule qui ne fonctionne plus ou un problème avec l'eau chaude ou avec un équipement, vous avez la possibilité tout de suite d'être réactif et de partager un code à vos équipes opérationnelles, réaliser les réparations sans avoir à incommoder le guest pendant ce séjour. Voilà, il profite de ses vacances ou de son séjour business ou peu importe. Et vous avez de votre côté la réactivité et le pouvoir finalement d'intervenir rapidement. Le dernier point, c'est le contrôle et le suivi. Donc, en tant qu'hébergeur ou même le voyageur, bon, vous n'êtes pas là pour fliquer vos clients ou vos... C'est vraiment de leur faire profiter d'une expérience qui soit agréable, mémorable, dans le but qu'ils puissent revenir. Et c'est important aussi de noter qu'avec les dispositifs Igloo Home, vous avez accès à un journal d'activité qui peut être utile. J'ai des clients qui m'ont indiqué voilà, avoir des incidents avec des voyageurs qui les accusés de vol pendant des séjours, etc. Bon, c'est facilement démontrable via le journal. On peut savoir exactement qui est entré quand. Les codes sont tous uniques et nominatifs. Donc, il y a une traçabilité claire sur donc l'application Igloo Home. Et donc, vous avez pouvoir transmettre l'information. Et c'est ce qui s'est passé pour le client en question. Il a pu non seulement démontrer aux voyageurs que personne pendant son séjour à part lui, et également à la plateforme pour pouvoir en fait clôturer tout simplement ce litige. Donc pendant le séjour, voilà, 3 éléments importants. Le confort et la flexibilité pour le guest, d'accord? On est là pour les faire kiffer, hein, pour leur transmettre une belle expérience. La gestion opérationnelle efficace et rapide, et le contrôle et le suivi. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans le contrôle et le suivi, c'est que vous avez la capacité de savoir exactement quand est-ce que votre guest est arrivé. Et là, je fais le relais à Nicolas. Pourquoi je dis ça? C'est toujours pas pour cliquer, mais c'est pour envoyer voilà, un petit message en leur disant
bienvenue, j'espère que tout se passe bien. Si vous avez besoin d'informations, je reste disponible, etc. Bien qu'on ait la possibilité de mettre en place des arrivées autonomes, cela ne veut pas dire qu'on coupe voilà, toutes les relations, etc. Il faut garder quand même le contact humain. Et les serrures peuvent faciliter ces informations et donc du coup savoir exactement quand est-ce que le guest est arrivé et pour que vous aussi, en tant que hôte ou propriétaire ou gestionnaire, vous puissiez être informé. Effectivement, il est important de savoir en fait quand est-ce que votre voyageur il est arrivé ou quand est-ce qu'il va arriver pour que vous puissiez lui donner les bonnes informations à ce moment-là. On sait par exemple qu'un voyageur, la première chose qu'il va vouloir lorsqu'il rentre dans un appartement, c'est d'avoir le code Wi-Fi. Donc évidemment, vous l'aurez peut-être noté quelque part dans le logement, mais il y en a, ils n'ont même pas le temps de dire, qui vous posent la question. Donc c'est important que dans les messages automatiques, ça soit envoyé. Il est important aussi d'avoir peut-être mis à disposition dans le logement un guide d'accueil que vous pourriez aussi envoyer à ce moment-là pour avoir les 3 meilleurs restos dans le coin, pour avoir les numéros d'urgence, les 3 meilleures sorties, etc. Ça, c'est extrêmement important. Surtout quand on disait tout à l'heure, c'est une demande importante d'avoir des entrées autonomes, mais qui dit autonome, ça ne veut pas dire laisser seul le voyageur, ça veut dire que le voyageur doit pouvoir trouver les informations au bon moment. Et au bon moment, il faut se poser la question de quoi a besoin mon voyageur lorsqu'il accède dans le logement, lorsqu'il quitte le logement, c'est après le logement, après la réservation. Lorsqu'il va quitter, par exemple, il va vouloir savoir où il doit mettre ses déchets. Comment il fait pour récupérer sa facture si c'est un professionnel. Donc toutes ces informations-là, il faut les diluer au bon moment dans votre réservation. Et il faut y réfléchir correctement parce qu'il ne faut pas faire l'effet inverse non plus, il ne faut pas noyer votre voyageur d'informations en lui mettant 50 emails. Donc moi, ce que je conseille, c'est de mettre un message au moment de la réservation, comme on l'a dit tout à l'heure, donc là c'est le avant. Et au moment où il arrive, dans l'après-midi, c'est là où souvent les gens vont regarder leur téléphone pour dire tiens, il faut que je me rappelle c'est quoi l'adresse, etc. C'est de lui donner les codes Wi-Fi, le livret d'accueil et sa facture. Donc comme ça, il a ces 3 infos dans le même email. Et puis au moment où il va partir, de l'amener à lui expliquer où mettre les déchets, est-ce qu'il doit refaire la vaisselle, etc. Donc un peu vos règles de vie lorsqu'on quitte un logement, parce que là, de la même manière, il va aussi poser la question, où est-ce que je remets les clés? Est-ce que je les mets dans la boîte aux lettres? Est-ce que je les laisse sur la table? Est-ce que je vais devoir les remettre dans la boîte à clés? Et là, à ce moment-là, c'est important de lui rappeler les règles, parce que pour vous, ça vous paraît évident, mais pas pour cette personne qui, pour elle, c'est peut-être sa première expérience dans un logement Airbnb. Donc voilà. Donc là, c'est important de bien mettre en place tout ça, c'est-à-dire ces emails qui arrivent au bon moment, d'où le fait de les automatiser via un channel manager ou via maintenant Airbnb ou Booking vous permet de le faire facilement et ça permet d'améliorer le parcours du voyageur. Quoi qu'il en soit, un peu ce que disait aussi Laure, même si on automatise, il ne faut pas déshumaniser l'activité. Donc si le voyageur a besoin d'un contact humain, il faut à un moment donné réfléchir à qui va répondre au téléphone. Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous le déléguez à un prestataire qui peut être un prestataire extérieur, votre prestataire de ménage. Mais par contre, le 100% automatisé, pourtant c'est moi qui le dis, j'y crois pas, dans le sens où il faut toujours qu'il y ait de l'humain derrière en cas d'urgence, en cas de problème, pour que votre voyageur puisse être rassuré. C'est ce qui va faire d'ailleurs que vous allez améliorer le parcours du voyageur. Il y a des informations qu'elles viennent d'un robot ou qu'elles viennent de vous, ça change rien. Par exemple, le code Wi-Fi ou la facture. Par contre, lorsqu'il y a un problème urgent, il faut qu'il y ait un humain qui réponde. Donc, pensez, pour ceux qui sont en conciergerie, propriétaires ou sous-loueurs, qui, dans votre équipe ou dans votre entourage, va pouvoir répondre à vos voyageurs en cas de problème. Voilà ce que je voulais dire sur le... Pendant. Merci beaucoup Nicolas. Alors, quel produit utilises-tu pour contrôler la température de tes logements? Alors j'ai mis juste au-dessus, alors il faudrait que j'aille sur internet pour rechercher le lien, mais je l'achète sur AliExpress. Ça s'appelle des mini interrupteurs intelligents, ça s'appelle des commutateurs que vous mettez sur vos radiateurs, vos sèche-serviettes. Vous connectez ça avec l'application Tuya, Tuya, et vous créez des scénarios. Par exemple, vous allez dire dès que la température du logement dépasse 23 degrés, tous les commutateurs éteignent les radiateurs. S'il fait moins de 18, on réallume les radiateurs. Donc ça, c'est ce qui est possible, par exemple, sur les radiateurs électriques. Après, sur des, par exemple, clim, comme j'ai parlé tout à l'heure,
Il y a des dispositifs comme Sensibo, de la marque Sensibo, Sensibo, qui vous permet de contrôler. Donc voilà, des dispositifs par exemple. Et ceux qui utilisent par exemple une chaudière à gaz, le Nest thermostat je crois que c'est Google qui fait ça. Pareil, ça vous permet de contrôler à distance. Donc ça, c'est important parce que ça vous permet d'éviter les mauvaises surprises, comme on l'a dit tout à l'heure, des surchauffes de logement ou trop de clim, et qui fait que derrière, ça tue votre rentabilité. Surtout que la problématique, c'est que ça, on s'en aperçoit plusieurs semaines après lorsqu'on reçoit la facture. Donc, d'où le fait de vraiment mettre en place ces dispositifs. Alors, je vais compléter, du coup, Nicolas, puisque moi, je connais 2 solutions aussi qui permettent de contrôler la température des appartements. Donc, il y a Minute, donc Minute comme minute, mais sans E à la fin. Et la solution... comment? Ils sont en Espagne. Ah, oui, non. En Espagne, Monitor. C'est ça. Room Monitor. Voilà. Et donc, ils ont tous les deux des équipes qui peuvent se déplacer aussi et intervenir aussi directement sur le logement. Donc, ça nous fait 5 solutions pour contrôler la température des appartements. Ok, alors je crois que c'est toujours pour toi, Nico. Faisait payer les consommations à la sortie selon le compta. Je leur ai dit de quitter ce système. J'ai commencé par leur proposer forfait inclus dans leur nuitée pour un règlement expliquant une prise de caution en cas de déplacement. Donc ça, je crois... Ça allait dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, ça allait dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, de ce que je comprends, c'est que c'est plutôt une contrainte de la part de ses propriétaires. Plutôt, mais effectivement, il faut aller là-dedans. Là, je suis sur AliExpress, je vous mets les liens dessus. C'est bon, ça vous permet de voir de quoi je parle concrètement. Merci beaucoup, Nicolas, pour le partage des liens. Alors, peut-on avoir le même jour un code pour le ménage et un code pour les voyageurs, ou c'est le même code? Alors, oui, vous avez à chaque fois un code par personne ou par séjour. Donc, pour les équipes de ménage, vous avez donc le choix de créer des codes PIN permanents. Si c'est une personne qui travaille de manière pérenne avec vous, vous pouvez leur créer un code PIN permanent. Donc, bon, par définition, il sera valable, le code sera valable tout le temps. S'il y a quoi que ce soit qui arrive, vous pouvez supprimer aussi ce code. Donc, un code pour la femme de ménage et un code pour le voyageur. Automatiquement, en effet, c'est ce qu'on propose. Donc, c'est pas le même code à chaque fois, c'est le code unique et nominatif. Donc, à chaque fois, vous avez le nom du code. Alors, j'utilise des mini-interrupteurs, ok. Lors le message après l'arrivée du voyageur, on peut le mettre à la place. On passe directement sur Airbnb où il faut un channel manager. Alors, très bonne question. Donc, sur Airbnb, la communication est déjà présente. Donc, vous avez, pour être précise, 2 emails qui sont envoyés. Donc, le premier qui prévient qu'il y a une arrivée autonome et que du coup, ils vont recevoir un code. Et un deuxième email avec le code. Ensuite, bon, c'est pas des messages automatiques, mais vous pouvez communiquer directement sur la plateforme de messagerie, puisque toutes ces informations-là sont partagées directement sur la plateforme de messagerie Airbnb. J'espère avoir répondu à ta question, Cécile. Ok. Alors, il nous reste la dernière partie du parcours voyageur, le après. Donc là, je vais laisser Élise cette phase hyper importante aussi. C'est pas que le... On t'entend plus, Élise. Alors, moi, je t'entends plus. Ouais, Élise, je t'entends plus. C'est bon. C'est bon. Sur la dernière partie, donc l'après-séjour du voyageur, sur la partie revenu management, ce qui est fortement recommandé, c'est d'utiliser
le site direct pour driver de la demande en direct, pour obtenir son autonomie aussi par rapport aux plateformes. Souvent, la question se pose, est-ce que je viens de commencer avec un bien? Est-ce qu'il faut que je réalise un site en direct? Ça ne va pas forcément être la première chose qu'on vous commande de créer un site en direct, parce que c'est évidemment assez challengeant de le faire fonctionner, c'est assez challengeant d'avoir du... Mais dans un second temps, quand on est déjà bien ficelé sur tous les aspects qu'évoquent mes collègues sur la partie opérationnelle, mais aussi sur la stratégie de revenu management, sur la commercialisation, quand on a un chiffre d'affaires qui atteint déjà quasiment le potentiel le plus haut auquel on peut prétendre, l'étape d'après, ça va être de se dire, en fait, avec ce chiffre d'affaires-là, je vais essayer de faire le même, mais le plus possible en direct. Parce qu'en direct, évidemment, on a moins de commissions. Donc ça ne veut pas dire qu'on va diaboliser les plateformes, et là je fais écho à ce que tu disais Nicolas au tout début, il faut se mettre sur les outils, ça c'est clair et c'est incontournable, et si possible pas que Airbnb et Booking.com, parce qu'aujourd'hui encore Booking.com a une part de marché plus importante que Airbnb, même si Airbnb ils sont sponsors des JO et tout ça, hein, mais pour l'instant Booking.com est toujours plus fort, mais on va se dire on paye cette commission à Airbnb et Booking.com pour rémunérer le travail commercial qu'ils réalisent pour nous. Ce sont des partenaires. Mais après, une fois que le voyageur est venu chez nous, c'est de notre responsabilité de mettre en place tout ce qui est en notre pouvoir pour donner l'envie à notre voyageur, s'il revient dans notre ville, de revenir en direct plutôt que de revenir par les plateformes. Donc à ce propos, le revenu management apporte des outils pour pouvoir augmenter les ventes en direct. Souvent, ce qui m'est dit, c'est « Ok, du coup, dans mon bien, je vais faire une réduction à moins 20% par exemple, pour toute personne qui la prochaine fois va réserver sur ma plateforme, sur mon propre site. » L'idée n'est pas mauvaise, mais il y a un faux ami dans cette idée-là. Le faux ami, c'est de faire une réduction en pourcentage. Pourquoi? Parce que, sauf si vous avez bloqué en système, mais sinon, en général, cette réduction en pourcentage, elle va s'appliquer sur tout le calendrier. Et là, c'est un faux ami parce que ça va driver de la demande en direct, mais on va se retrouver avec un moins 20%, peut-être sur votre mois le plus fort ou sur un événement. Mettons que vous êtes au festival, vous êtes à Avignon et quelqu'un réserve à moins 20% en plein festival d'Avignon. On est content d'avoir pris une vente en direct, mais on est un peu moins content d'avoir moins 20% sur le festival d'Avignon. Donc, dans ces cas-là, ce qui va être recommandé, c'est plutôt d'apporter de la valeur en plus. Donc, par exemple, de dire, vous aurez un cadeau à l'arrivée, vous aurez un kit petit déjeuner, donc sans que ça ait besoin d'être frais. Ça peut être un kit sec petit déjeuner. Voire peut-être offrir, selon les partenariats que vous avez, le drop en taxi de la gare jusqu'à chez vous, si jamais ce sont des gens qui n'ont pas de voiture. Offrir toute une liste de cadeaux possibles à sélectionner selon la personne, aussi selon le voyage que la personne va faire, parce que le cadeau qui va nous séduire, ça va pas être le même si on est en train de faire un séjour loisir en famille ou si on est en train de faire un séjour affaires rapidos pour aller rencontrer quelques clients. C'est pas les mêmes choses qui vont nous faire plaisir. Donc, dans ces cas-là, proposer une liste de cadeaux pour vraiment inviter les gens à revenir en direct. Et c'est vrai que sur ça, il y a un autre point qui est absolument capital, c'est de récolter l'email de nos voyageurs. Il y a des astuces vieilles comme le monde qui consistent et qui sont toujours aussi bonnes. Hein. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, non? C'est ça l'expression? Du coup, par exemple, le fait de demander l'email de la personne pour télécharger le livret d'accueil, ça c'est des choses qui sont possibles, mais il y a plein d'autres choses qui sont imaginables. On peut aussi, dans le bien, proposer, pareil, en échange de l'email, de télécharger des informations ou juste d'inviter à laisser son email. Et sur cette partie-là, on ne se rend pas compte, ou en tout cas on oublie, je trouve, en courte durée, à quel point constituer une base d'email, c'est notre fonds de commerce. C'est vraiment notre fonds de commerce, c'est-à-dire que c'est notre capacité en tant que chef d'entreprise, parce que même si on n'a qu'un seul bien, on est chef d'entreprise, c'est notre capacité à contacter nos voyageurs, des gens qui ont déjà vu notre prestation de service, leur donner envie de revenir, ou en tout cas, s'ils ont l'occasion de revenir, de penser à nous. Et une fois qu'on constitue cette base mail, on commence à constituer notre indépendance, et c'est notre responsabilité aussi de nourrir le contact avec les voyageurs par des petites newsletters pour qu'ils pensent à nous, ou pour leur donner envie de revenir chez nous pour la clientèle loisir en tout cas. Voilà. Après, une dernière idée sur la partie du site direct, ce qui est aussi intéressant d'un point de vue revenu management, c'est de travailler tous les besoins spécifiques qui sont pertinents sur votre bien. Donc, par exemple, d'envisager, selon votre bien évidemment, hein, mais de faire du contenu sur votre site direct sur les séjours enterrement de vie de jeune fille, par exemple, enterrement de vie de garçon. Si vous avez par exemple un golf à côté de vous, de faire un séjour spécial golfeur et vous pouvez
apporter des avantages additionnels pour les golfeurs qui sont liés au fait d'aller sur le golf qui est juste à côté. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'avoir deux avantages. Un, augmenter le fait d'être capté quand le voyageur cherche sur Google, parce que si vous faites des articles qui sont bien ficelés d'un point de vue SEO, vous allez pouvoir remonter sur ces besoins très spécifiques avec peu de concurrence finalement, genre enterrement de vie de jeune fille à jeun, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont proposées. Et le deuxième avantage, c'est que vous allez améliorer la conversion, parce qu'une fois que la personne aura vu que vous faites quelque chose de très spécifique pour son besoin personnel, si votre package est bien constitué, bien évidemment, la personne n'a qu'une seule envie, c'est de souscrire à ça, parce que ça l'aide en fait dans son projet de voyage. Voilà pour ça. Très, très clair. Merci beaucoup, Élise. Très clair. Alors, il y a une question pour toi, mais avec la loi RGPD, il faut que le client accepte à ce qu'il reçoive des mails supplémentaires de notre part. Oui, complètement. Alors, il y a une petite case qu'on retrouve un peu partout qui est de dire j'accepte que des communications commerciales me soient envoyées. Ça, c'est hyper important, c'est clair. Mais en fait, RGPD, ça va même beaucoup plus loin. Ça peut être intéressant. Il y a des avocats qui font des packages pas très chers pour s'assurer que le site est conforme en termes de RGPD. N'hésitez pas à faire appel à ça. Je me souviens plus en termes de prix, mais je sais qu'ils font des packages assez accessibles. J'ai en tête 100 ou 200 euros, un truc comme ça, où en fait on nous donne tout le kit pour être bien conforme à RGPD. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, as-tu... Ouais. Je t'en prie, excuse-moi. Des CRM, est-ce que tu as des... niveau des CRM pas trop coûteux? Alors, il y a Sendinblue ou il y a Mailchimp qui sont les CRM pas trop coûteux les plus connus. Chez J'affiche complet, on utilise ActiveCampaign, qui est un CRM qui est, alors pour le coup, qui coûte un bras, ça, je ne vais pas vous mentir, les amis, mais qui est hyper bien ficelé parce qu'en fait, on peut faire tout un tas de règles selon si la personne a ouvert ou non le message et tout. Je pense que en tant que loueur saisonnier, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'aller aussi loin sur la partie CRM et que Mailchimp ou Sendinblue, c'est déjà des solutions qui sont tout à fait robustes pour le besoin qu'on a. Super. Prestataires de ménage, comme son nom l'indique, ce sont des prestataires, pas des salariés de notre entreprise, mais peu d'entre eux acceptent de signer un contrat de prestation. Est-ce commun? Quel risque? Bah non, justement, avec ton prestataire, il faut que tu signes un contrat de prestation de service. C'est-à-dire, par contre, tu signes pas un contrat de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de subordination entre toi et ton prestataire, mais tu peux signer, et tu dois même, je te conseille, signer un contrat de prestation de service, comme tu le ferais avec un artisan où tu as signé un devis, tu as signé une prestation. Il faut le faire. Mais par contre, c'est un contrat de prestation de service et pas un lien de subordination, c'est-à-dire que dans ce contrat-là, il n'a pas d'horaire de travail, etc. En fait, dedans, ce qui est important de notifier, c'est le prix la tarification du service, quel service est attendu, quel résultat est attendu. Mais il faut le faire parce que sinon, à un moment donné, si ton prestataire de service ne remplit pas le contrat que vous avez signé ensemble, tu as le droit de l'attaquer. Évidemment, le but c'est pas d'en arriver là, mais tu as le droit de lui dire on avait convenu d'une prestation et cette prestation n'a pas été mise en place. Et comme lui, il peut se retourner contre toi si tu respectes pas les délais de préavis que vous aviez peut-être convenus ensemble, etc., etc. Mais il faut bien avoir en tête parce que ça, s'il y a une requalification de travail dissimulé, c'est si il y a un lien de subordination. Et donc, il faut qu'il n'y ait aucun lien de subordination dans ces contrats de prestation. Mais sur Internet, tu peux en trouver des contrats de prestation de service et il faut en signer. Un autre truc en la matière qui peut vous aider, c'est un petit quiz que je trouve hyper bien fait sur le site de Malte qui va vous permettre de tester le lien que vous avez avec les indépendants avec qui vous travaillez. Et vous répondez à quelques questions et ça va vous dire à quel point est-ce que les pratiques que vous avez sont sûres ou non avec vos prestataires externes. Donc n'hésitez pas à faire le petit quiz si vous avez un doute et ça donne des billes, aussi sur tout ça et sur ce que tu disais notamment, Nicolas. Super, merci. Je ne connaissais pas du tout en déco. Super. Alors, Nicolas, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, pas de souci. Alors, après, pour faire le lien avec Élise, on parlait des sites internet, la possibilité de fidéliser. Moi, ce que je voulais dire déjà sur le site internet, souvent,
On veut créer un site internet et on pense qu'à l'aspect esthétique de son site internet. Ça, c'était vrai il y a 4-5 ans, on voulait un site esthétique. Maintenant, un site esthétique, c'est la base. Ce qu'il faut qu'il soit là où il faut être vigilant sur votre site internet, c'est qu'il faut qu'il soit responsive. Qu'est-ce que ça veut dire responsive? Ça veut dire que lorsqu'il arrive sur un téléphone portable ou lorsqu'il arrive sur une tablette, il se met en forme correctement. Aujourd'hui, 30-35% des réservations se font sur tablette ou sur téléphone portable. Donc, si quelqu'un tombe sur votre site internet et qui ressemble à rien quand vous êtes sur une tablette ou un téléphone portable, il perd toute confiance à votre site et va aller chez votre concurrent ou va aller ailleurs. Donc, quand vous faites faire notamment vos sites internet, soyez vigilant certes à l'esthétisme, mais surtout au fait qu'il soit responsive. Et deuxième chose, qu'il soit possible de payer très facilement sur ce site internet. Les gens peuvent avoir un site responsive, arrivent sur la page de paiement, et si à ce moment-là, il y a des petits bugs, des fautes de frappe, des petits trucs comme ça donne pas confiance aux gens et ils vont pas mettre leur carte bancaire à ce moment-là. Donc, soyez très vigilants au module de paiement qui est utilisé sur votre site internet pour que lorsqu'il soit sur téléphone, ordinateur ou tablette, il n'y ait pas de faute de frappe, qu'on soit bien sur un site sécurisé HTTPS, que c'est facile d'utiliser et compréhensible. Sinon, le client, ça lui fait des frictions et donc pareil, va partir ailleurs, malgré que vous ayez mis en place une fidélisation correcte, etc. Donc ça, c'est important, c'est des points qui sont souvent oubliés, mais qui fait que vous perdez des réservations. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est aussi, on sait que le nerf de la guerre, c'est les commentaires voyageurs. Donc, lorsque vos voyageurs partent, amenez vos voyageurs à ce qu'ils mettent des commentaires. On le sait très bien, lorsqu'on est mécontent, ça, on va mettre un commentaire, le voyageur ne va pas oublier de le mettre. Par contre, lorsqu'il est content, il a toujours l'impression que c'est normal, donc il ne met pas de commentaire. Là, il faut l'amener via un message automatique que vous pouvez lui envoyer, par exemple, dans l'après-midi de son départ ou le soir même de son départ, en disant j'espère que vous êtes bien rentré, que votre séjour s'est bien passé. Et sur Airbnb, vous pouvez lui dire, par exemple, nous venons de vous mettre un commentaire 5 étoiles sur votre profil, et nous espérons que vous puissiez faire de même, pour l'amener à mettre un commentaire. Et surtout, bien expliquer que sur Airbnb, un voyage satisfaisant, c'est 5 sur 5. C'est pas 3 sur 5, c'est pas 4 sur 5. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que quand vous avez un 3 sur 5 ou un 4 sur 5, Airbnb va vous envoyer des messages d'alerte, va vous menacer de suspendre votre annonce. Or, pour beaucoup de voyageurs, notamment lorsqu'ils vous mettent un 4 sur 5, c'est simplement pour leur dire c'est pas parfait, mais c'est un 16, c'est un 17 sur 20. Mais c'est pas comme ça que fonctionne Airbnb, donc il faut que vous puissiez éduquer vos voyageurs en leur expliquant qu'un voyage satisfaisant sur Airbnb, c'est 5 sur 5 et rien d'autre. Donc c'est pour ça que c'est important de bien leur dire, de bien leur stipuler d'une manière ou d'une autre. Si vous ne leur dites pas, vous pouvez pas après vous plaindre qu'ils vous ont mis un 4 sur 5 en vous ayant mis un commentaire très satisfaisant, disant que c'était génial, etc. Parce que simplement, vous, en tant que professionnel, vous n'avez pas éduqué vos voyageurs par rapport à ça. Donc, 2 points importants. Si vous avez un site internet, vérifiez ce que je vous ai dit. Si votre site est esthétique, souvent c'est le cas, mais responsive, et le module de paiement. Et sur le commentaire, nous là on parle d'Airbnb, mais sur Booking c'est la même chose, éduquez vos voyageurs à ce qu'ils vous mettent le commentaire que vous attendez, notamment s'ils sont satisfaits. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au après. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que Laure, tu es encore là? Très bien. Ouais, je suis là. Je bug. J'ai Eric qui dit comment faire pour mettre un... Ah oui. En fait, ce qui est important, pour que les gens vous mettent un avis Google My Business, il faut que vous leur envoyez le lien. Il faut que vous leur envoyez un lien raccourci qui envoie directement sur la page Google My Business sur la partie avis. Et ça, vous l'envoyez dans ce message automatique, par exemple, que je viens de vous dire. Vous pouvez le mettre, par exemple, en signature ou autre. Mais il faut, si vous leur dites juste allez sur la page Google My Business, là vous leur demandez une action à faire, ils vont pas le faire. Si par contre vous leur dites juste de cliquer sur le lien et ça leur a fait apparaître tout de suite le fait qu'ils peuvent vous mettre les 5 étoiles plus le commentaire, ils vont le faire. Si ils doivent faire l'action d'aller sur Google, taper votre nom d'appart et après mettre l'avis, ils vont pas le faire. Donc ça c'est important, Eric, que tu le fasses. Alors après, c'est aussi normal qu'il y ait plus d'avis sur Airbnb ou sur Booking parce que Airbnb et Booking poussent vos voyageurs via des relances email au-delà de vous, ce que vous allez faire pour qu'ils mettent des avis. Alors que Google, il ne fait pas de relance, donc c'est aussi normal
qu'il n'y ait pas d'avis. Maintenant, sur les pages Google My Business, honnêtement, c'est très important si vous avez une conciergerie, si vous êtes une entreprise, en tant que si vous êtes propriétaire sous loueur et que vous n'êtes pas une entreprise de conciergerie, la priorité c'est quand même les commentaires Airbnb Booking, parce que les gens, c'est lorsqu'ils sont sur les appartements qu'ils regardent les commentaires. Yes. Voilà, alors super, merci. Merci Nicolas. Parole. Je bug encore, ça va? Non, ça va. Ok. Je te vois plus, mais je t'entends. Ok, génial. Alors, merci beaucoup pour toutes ces infos à tous les deux. Je voulais simplement compléter au niveau du contrôle d'accès sur le après, et je veux ici en fait différencier avec les autres solutions qui existent sur le marché. Donc vous avez bien compris que la solution Igloo, voilà, elle vous permet de générer des codes temporaires, uniques, nominatifs à distance. Et donc lorsque le séjour est terminé pour le comparativement aux autres qui existent sur le marché, vous n'avez pas besoin de un process checkout, vous allez lui demander de brouiller le code, etc. Le code se désactive automatiquement au checkout. Donc vous avez, en tant que propriétaire, en tant que hôte, une tranquillité au niveau de l'esprit et une sécurité. Donc la procédure de checkout est extrêmement simple. Les dispositifs, une fois installés, lorsqu'on a ouvert, on a un verrouillage automatique. Il n'y a pas d'autre action manuelle à opérer, si ce n'est fermer la porte ou fermer la boîte à clés. Et ce qui va être important dans le après, ça va être de faire intervenir les équipes ménage. On en parlait tout à l'heure, pour qu'elles puissent directement, une fois que le guest est parti, intervenir sur votre logement, réaliser sa prestation et par exemple remonter l'annonce en disponible pour les prochains guests. Donc vraiment ici, sur cette dernière partie au niveau du parcours voyageur, c'est alors du début à la fin, finalement, au niveau du contrôle d'accès, c'est la sécurité, tout simplement, et la tranquillité d'esprit pour vous, parce qu'en fait, au final, c'est la sécurité pour le propriétaire, la conciergerie ou l'hébergeur plus globalement, mais aussi pour le guest, vous n'avez pas de risque à ce que le guest précédemment, le guest précédent qui est venu, puisse revenir avec le même code, accéder à la clé, potentiellement refaire un séjour gratuit chez vous. C'est pas ce qu'on veut. Et si vous souhaitez vous démarquer de la concurrence, ne partez surtout pas sur des solutions comme celle-ci et partez sur des solutions qui vous offrent une tranquillité, une sécurité. Voilà, c'était tout pour moi au niveau du contrôle d'accès. Alors, on n'a plus de questions pour le moment. Il y en a qui ont des questions avant qu'on vous laisse tranquillement. S'il y en a qui ont encore des questions, même sur ce qu'on a pu évoquer, sur le avant, pendant, il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas qu'on a répondu à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, que vous avez appris des choses, ça c'est important. Et que, comme je dis souvent, c'est le passage à l'action qui fera la différence. Suivre des conférences, etc., c'est très important, c'est bien, ça vous donne du contenu. Mais l'objectif, c'est pas de juste connaître les informations, c'est de les mettre en application. Donc, je vous invite dès ce soir ou demain matin à le faire. C'est ce qui va vous permettre de rafler un maximum de résa. Et surtout que là, on va arriver sur la saison haute, tout doucement pour beaucoup de personnes. Donc, ça va vous permettre de louer un peu plus cher, de louer un peu plus que vos concurrents. Et c'est ce qui fera la différence à la fin des comptes. Donc, on vous invite à mettre tout ça en place très rapidement. Ahmed qui nous dit merci, Eric qui nous dit merci. Cécile. Oui, Cécile. Nicolas, tu utilises Minute pour le contrôle du bruit. Non, j'utilise pas. Moi, je l'utilise pas. C'est justement Laure qui en a parlé tout à l'heure, mais moi, j'utilise pas de dispositif pour le bruit dans mes logements personnellement. Après, je sais pas si toi, Laure, tu l'utilises Minute ou.
Non, j'utilise pas Minute, mais on est partenaire et c'est vrai que c'est une solution qui permet voilà, de contrôler, mais également le bruit, le nombre de personnes dans le logement et ça permet aussi d'avoir des informations et limiter, on va dire, le risque avec le voisinage qui pourrait être négatif. Du coup, c'est pas ce qu'on veut. Effectivement. Et ça me fait penser, attention, là, Airbnb a fait une grosse annonce là-dessus à partir du mois d'avril pour ceux qui utilisent des caméras dans les espaces privatifs, etc. Soyez très attentifs parce que la réglementation d'Airbnb a changé à ce sujet. Donc voilà, faites-vous pas avoir parce que si vous mettez des caméras à des endroits qu'il ne faut pas, vous pouvez vous faire suspendre vos annonces. Donc je vous invite à regarder le mail qui a été envoyé par Airbnb à ce sujet. Après, ça, c'était pas légal en France, quoi qu'il arrive, d'avoir des caméras à l'intérieur, tu vois, qui filment à l'intérieur. Non, non, ça l'était déjà pas, mais bon, je pense que s'ils ont fait l'annonce, c'est que ça devait exister d'une manière ou d'une autre. Donc, Ouais, c'est qu'il il y a eu pendant un temps, je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait plein de cas, je crois que c'était au UK ou je sais plus dans quelques pays où en fait les gens trouvaient des caméras. Je pense qu'ils ont vu la mauvaise presse, ils se sont dit bon, faut qu'on communique nationalement qu'il y a une nouvelle règle et que c'est illégal, etc., pour rassurer quoi. C'est ça. Mais il faut. Et par contre, ceux qui l'utilisent pour les espaces communs, ils doivent quand même l'annoncer et l'afficher, hein. C'est important. Ah ouais. Ouais. On doit indiquer. Claude nous dit les détecteurs de bruit vont aussi être interdits par Airbnb en avril 2024. Je n'avais pas vu ça. Pour moi, Minute justement communiquait sur le fait que ça allait être bon. Les détecteurs allaient être, quelles que soient les réglementations. Honnêtement, je sais pas, mais ça m'étonnerait quand même parce que Minute, il est quand même partenaire d'Airbnb, donc je vois pas l'intérêt. Mais Ouais. bon, après, je maîtrise pas Minute, mais il faudrait voir. Mais ça m'étonnerait que Minute soit pas autorisé, surtout que Airbnb en a fait la pub pendant très longtemps. Ouais. Super. Eh bien, merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous. Merci à toutes les personnes qui sont avec nous. Merci à vous, Laure et Nicolas. C'était super chouette ce live ensemble. Merci. Eh ben, merci. C'était vraiment merci à toi. Interactif. L'invitation et merci à toutes les personnes présentes. Hâte de vous retrouver, que ce soit sur LinkedIn ou au rendez-vous de la location saisonnière prochain. Ça arrive très, très vite. Oui, le 31 mai. Je vous mets le lien si vous voulez prendre vos billets. Ouais. Attention, les prix augmentent dès lundi. Donc, si vous voulez prendre vos billets maintenant, les amis, pour éviter de payer plus cher juste parce qu'on a raté la date, c'est trop dommage. Donc, n'hésitez pas à prendre vos billets pour venir rencontrer en personne Laure, ou Nicolas, ou moi-même, si le cœur vous en dit. Ouais, il y a le lien qui se dit. À très, très vite. Et bah, à bientôt, très les vite. amis. Encore merci à tous et puis à très vite. Au revoir. Yes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.